Bien sûr. Très bien. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Oui. Alors, Oui. Parfait. Et est-ce que vous voyez mon écran? Oui. oui. Super, impeccable. Donc là, donc on est ensemble pour à peu près 1 heure et demie pour voir ensemble la trajectoire carbone et comment elle s'écrit finalement dans nos métiers et la raison et comment on peut réduire globalement l'empreinte carbone pour nos activités, donc industrie, carrière et travaux et puis fonction support. On est très nombreux là sur cette réunion. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions, mais faites-le dans le corps de discussion. Et à chaque fin de partie, on prendra les questions qui sont dans le corps de discussion pour échanger, plutôt que de les poser au fil de l'eau, parce que sinon, ça sera très compliqué à suivre l'ensemble de la présentation. Voilà. Alors, ce webinaire donc s'inscrit donc dans un ensemble de 3 webinaires qui ont pour objectif donc d'expliquer comment s'écrit aujourd'hui la transition écologique tant sur les aspects carbone, biodiversité que RSE. Donc là, aujourd'hui, on fait la partie carbone. La semaine prochaine, il y aura la même chose sur la partie biodiversité. Et puis, dans 2 semaines, sur la partie RSE. Il n'y a plus de son alors. Vous avez coupé le micro. Le son est coupé, Laure. Le micro. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi le micro s'est coupé. Je recommence. Tac. C'est tout bon? Vous avez retrouvé mon écran et le son? Très bien. C'est bon, ça marche. Oui, c'est tout bon. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de devenir un acteur majeur dans la transition écologique en travaillant d'abord et avant tout sur nos impacts propres, et on va voir comment, mais aussi en travaillant sur les offres que l'on peut proposer à nos clients et en particulier sur les enjeux carbone. Il y a de plus en plus de demandes de ce côté-là. Alors, la transition écologique, là, ce que je vous présente, c'est le plan Horizon 2025, donc qui est le plan stratégique donc, sur lequel nous sommes aujourd'hui, hein, qui va se finir, qui va s'achever sur la fin de l'année et qui donnera lieu sur un nouveau plan à partir de l'année prochaine. Mais donc là, sur ce plan-là, il avait été construit sous une forme de maison dont le socle était le capital humain qu'il faut d'une part protéger avec tous les enjeux de sécurité que vous connaissez très bien, mais aussi valoriser avec les enjeux de diversification, de féminisation de nos effectifs. Sur ce socle humain qui est la base, nous avons 4 piliers qui avaient été définis. Le premier pilier qui était le développement sur de nouveaux marchés porteurs, parmi lesquels vous retrouvez tous les marchés verts, de génie écologique ou de verdissement des aménagements.
Vous avez un socle qui était d'améliorer notre performance travaux qui est très fortement porté par un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail GT2 et qui met en place, qui rebâtit l'ensemble de la chaîne pilote pour pouvoir suivre finalement le chantier depuis sa prise d'affaires jusqu'à sa réalisation finale. Et puis, vous avez un socle qui est l'adaptation de l'ensemble de nos carrières et de nos industries aux enjeux de demain. Et vous verrez que les enjeux carbone sont un enjeu relativement fort pour l'ensemble de notre pôle industriel. Et puis, le dernier pilier qui était la transition écologique au cœur de nos métiers, dans lequel on retrouvera tous les enjeux de verdissement, de génie écologique, de biodiversité qui viennent s'inscrire dans ce pilier-là. Ces 4 piliers portent une ambition qui est l'inscription, finalement, la transition dans nos métiers, la transition écologique dans nos métiers ou l'ambition RSE qui est voulue et qui était promue sur ce plan Horizon 2025. Donc, les défis de cette transition, c'est d'abord de réduire l'empreinte. Alors, on peut parler d'empreinte écologique, on va parler d'empreinte carbone. En gros, c'est quel est l'impact que nous avons, nous, au travers de nos activités sur notre environnement, que ce soit en termes d'empreinte écologique pure du terme, mais aussi d'empreinte carbone, d'empreinte biodiversité. C'est le deuxième très, très grand défi, c'était d'être un acteur clé sur l'économie circulaire avec le développement des plateformes et des enjeux de traçabilité. Un fort enjeu et sur lequel on travaille actuellement énormément les équipes de CAP 2030 pour le nouveau plan, c'était l'implication de nos collaborateurs dans cette démarche qui se veut diversifier nos métiers. Et puis aller sur les marchés porteurs et développer des offres dites vertes avec le marketing qui est associé. Voilà la volonté qui était autour de ce plan stratégique. Pour de l'encre et on doit en 4. Maintenant, si on regarde la partie bas carbone, qui est un des enjeux très forts, l'ensemble de la stratégie bas carbone qu'on va vous présenter, elle s'écrit autour de 3 axes qu'on a travaillé. Le premier axe, c'est éviter. C'est-à-dire qu'on a été regarder tout ce que l'on pouvait faire, mettre en place pour ne pas consommer de carburant, d'énergie, pour ne pas émettre de carbone. Donc ça, c'est tout l'axe éviter. L'axe réduire, c'est une autre façon de travailler, c'est de dire comment finalement, pour arriver au même résultat, je peux le faire en réduisant mon empreinte carbone. Donc, dans cet axe réduire, on va retrouver tous les axes de travail autour des carburants alternatifs ou énergie alternative. Finalement, pour le même rendu, comment je peux utiliser une énergie qui va être moins émettrice de carbone. Et puis, le dernier axe qu'on a très, très peu développé chez nous, mais qui existe, qui est l'axe compensé, c'est-à-dire, puisque j'émets du carbone, comment je peux, au travers d'une action externe à l'entreprise ou interne, mais souvent externe à l'entreprise, compenser cette empreinte carbone. Alors, ça peut être en plantant des arbres, en plantant ou en favorisant des actions qui ont une empreinte carbone négative. C'est un axe relativement peu développé dans notre stratégie carbone, mais qui est existant et qui existe aussi pas mal dans d'autres métiers. Alors, quand on va parler carbone, on a l'habitude de réfléchir en 2 grands volets. On a le volet qui est le volet interne, c'est-à-dire ce
ce qu'on émet en carbone lié à nos activités. Autrement, on va trouver dans ce volet-là, vous en avez probablement entendu ces termes-là, sinon je vous les redonne, c'est les scopes 1 et 2. Donc c'est vraiment, donc ça c'est le jargon des gens qui s'occupent du carbone, mais sinon ça correspond concrètement à ce que l'on émet en termes d'émissions carbone liées à nos activités. Et donc dans ces activités, on va regarder tout particulièrement tout ce qui va concerner les consommations liées à nos véhicules, liées au déplacement, mais aussi à tous les véhicules, poids lourds, engins qu'on utilise sur le chantier. On va regarder tout le pôle de consommation en eau et en énergie, en particulier en électricité aussi, qui peuvent être utilisés sur nos sites de carrière ou qui peuvent être utilisés dans nos sites, dans nos agences. Et puis, évidemment, toute la partie production de matériaux, puisque la particularité des phage-routes, c'est que l'on produit une grosse partie des matériaux que nous utilisons sur les chantiers. Donc, on produit les granulats et les enrobés. Et donc, cette part de production représente une part non négligeable de notre empreinte carbone. Et donc, sur ce pôle-là, il y a un engagement qui a été pris de réduire à 2025 de 30% et à 2040 excusez-moi, de 30% à 2025 et à 2030 de 46% de nos émissions. Ça, c'est la partie interne. Et puis après, on va la deuxième partie qu'on va regarder, c'est finalement la partie qu'est-ce que je suis capable d'aller offrir à mes clients, puisque eux aussi ont le même enjeu de réduire leur empreinte carbone. Donc, qu'est-ce que je suis capable d'aller offrir à mes clients? Donc, c'est l'empreinte finalement externe de l'entreprise, tant dans la réalisation de nos chantiers, au moment où on fait le chantier, alors c'est un pôle qui est un peu plus faible chez nous, mais qui est très présent dans d'autres branches du groupe, qu'en conception, conception et réalisation pour les chantiers un peu plus importants. Et donc ça, c'est vraiment l'enjeu derrière cette partie bleue, c'est d'aller nous présenter comme un acteur de la transition écologique vis-à-vis de nos clients. Là, pendant la présentation, je vais beaucoup parler de la partie interne, mais on verra en fin de présentation, on va regarder aussi toute cette partie externe et ce qu'on peut faire. Alors, pour l'instant, je vous ai parlé carbone, mais si je reviens, le carbone, qu'est-ce que c'est concrètement et comment je vais calculer une empreinte carbone? Donc, on va parler des fameux scopes, hein, j'ai un petit peu abordé tout à l'heure. Les scopes 1 et 2, c'est vraiment ce que l'on émet au moment où on consomme l'énergie. Donc, en fait, le carbone, c'est quoi? C'est de l'énergie. Donc, ça va être des kilowattheures d'électricité, des litres de carburant, des mètres cubes de gaz, sur lequel on va aller ajouter un facteur d'émission qui nous est donné principalement par l'ADEME ou qui peut nous être donné par des syndicats. Donc, on va y associer un facteur d'émission et ça va nous donner une empreinte carbone. Donc, pour chaque litre de carburant, on a une empreinte carbone associée et pour chaque kilowattheure d'électricité, on a une empreinte carbone. Donc, quand on va calculer finalement l'empreinte carbone des phage-routes, on va prendre et collecter l'ensemble des consommations d'énergie qu'on a fait tant en électricité, donc sur l'ensemble de nos agences, sur l'ensemble de nos carrières. On va prendre aussi tout ce qui va être consommé en termes de gaz par les industries, les fours à chaud, et on va prendre tous les carburants consommés aussi bien sur les carrières que sur l'ensemble de des engins et véhicules de chantier.
Et à ça, à chaque fois, on ajoute un facteur d'émission et ça va nous donner l'empreinte, donc les émissions carbone qui ont été produites par Eiffage-Route sur ce qu'on appelle les scopes 1 et 2. Donc, c'est vraiment le direct au moment de la consommation. Et puis, il y a une deuxième partie qui est beaucoup plus compliquée à estimer, qui est ce scope 3. Donc, c'est finalement l'empreinte indirecte. Donc, c'est-à-dire ce qu'a coûté en carbone la mise à disposition de certains services ou la production de certains produits que l'on achète ou la production de matières premières qu'on va acheter. On va aussi retrouver finalement tout ce qui est déplacement, mais hors interne, mais tout ce qui est déplacement généré finalement par notre activité, tels que les déplacements domicile-travail, ou encore tout ce qui est généré par le traitement des déchets de nos activités. Donc, c'est finalement ce scope 3, c'est ce qu'il y a, à mon, c'est ce qui est nécessaire, c'est l'empreinte carbone de ce qui est nécessaire à notre fonctionnement. C'est quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup plus compliqué à estimer, mais pour ça, on utilise les suivis de nos achats pour arriver à pour arriver à mesurer ce scope 3. Et puis, il y a une partie qui est le scope 3 aval, qui est lié à l'usage, l'entretien ou la fin de vie du produit que nous, on vend. Donc, aujourd'hui, ça va être nos ouvrages ou ça va être nos granulats ou nos enrobés selon à quel moment on se place. Mais c'est ce que devient et l'empreinte carbone de ce que l'on va vendre et qu'on va mettre sur le marché et la façon dont il va être utilisé. Et cette dernière partie, c'est quasi impossible de l'estimer aujourd'hui où on l'estime vraiment très, très largement. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on calcule une empreinte carbone, quand on est sur les scopes 1 et 2, on est sur du niveau de détail 5 à 10% selon la qualité de la donnée qu'on a rentrée pour calculer. Et dès qu'on est sur des scopes 3, sur un scope 3 amont, on estime qu'on a une incertitude à presque 40-50%. Et sur du scope 3 aval, on est sur de l'incertitude de près de 100%, tellement on a du mal à estimer l'empreinte réelle. C'est pour ça que tout ce qu'on va vous présenter après est plutôt focalisé sur la partie 1 et 2, puisqu'on a une maîtrise de cette partie-là beaucoup plus forte. Alors là, je vais vous faire un petit peu quand même travailler. Donc, je vous demande de répondre à la question dans le chat de discussion. À votre avis, quelle part représente Eiffage-Route dans les émissions carbone du groupe? Donc, A, 5%, B, 10%, C, 30% ou D, 70%. Sachant que pour information, Eiffage-Route, c'est entre 11 et 13% de l'activité d'Eiffage. Alors, ça répond dans la conversation. Je laisse encore un petit peu de temps. Donc, on a beaucoup de réponses C qui se dégagent, 30%, et on a un petit peu de D et un petit peu de B, donc 10 et 70%. Mais une grosse majorité de 30%, donc réponse C dans le Donc, chat. en effet, Eiffage-Route, c'est bien à peu près 30% de la part de l'empreinte carbone d'Eiffage.
comment on l'explique et pourquoi cette partie est aussi importante. Parce que dans notre activité, la particularité qu'on a, c'est ce que j'ai déjà cité tout à l'heure par rapport aux autres branches du groupe, c'est qu'on a une très forte, c'est qu'une une activité relativement intégrée avec une très forte partie de production de nos matières premières au travers des carrières et des usines enrobées. Qui fait que nous avons en empreinte interne une part beaucoup plus forte, alors que des branches comme Eiffage Construction ou Eiffage Énergie vont beaucoup acheter de la matière première et eux, ils auront une empreinte externe beaucoup plus forte que ce que nous, on peut avoir. Donc, quand on regarde aujourd'hui, Eiffage Route en 2019, on estimait que son empreinte carbone était aux alentours de 1 million de tonnes équivalent CO2, répartis pour 33% sur les scopes 1 et 2, et puis pour 67% sur la partie 3. Donc, voilà. Alors, sur ces empreintes-là, il y a donc, on a pris Eiffage a pris un engagement de réduire son empreinte carbone. Donc, l'année initiale, l'année qui sert sur toutes les mesures, c'est l'année 2019, où vous avez vu, on était aux alentours de 1 million de tonnes équivalent CO2 pour Eiffage Route. Et l'engagement que le groupe a pris, c'est de réduire de 46% à 2030 sur la partie 1 et 2 et de réduire de 30% sur la partie 3 amont. À cet engagement qui est très très fort, Bruno Cahen a décidé de mettre un engagement intermédiaire sur lequel on va atterrir tout doucement, mais tranquillement à la fin de l'année. Il a décidé de mettre un objectif intermédiaire de 30% de réduction sur les scopes 1 et 2 pour fin 2025 et de 15% sur le scope 3 amont, ce qui pour la fin de l'année. Donc, aujourd'hui, les courbes sont en train de s'écrire. On réduit très fortement et on verra après comment déjà c'est parti 1 et 2. Et sur la partie 3 amont, on est plutôt encore en travail d'amélioration de la mesure pour pouvoir vérifier l'atterrissage. Mais sur les parties 1 et 2, on commence à observer une nette non négligeable de l'empreinte carbone et on discutera, on va voir ensemble comment on arrive à ces résultats-là. Alors, là, je vais vous parler de l'empreinte globale d'Eiffage Route, mais à votre avis, finalement, comment se répartit entre nos différents services et nos différentes activités cette empreinte carbone? Et surtout, est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui génère le plus d'émissions carbone entre les carrières, les industries, les travaux et les services centraux? Donc là, beaucoup de B dans la conversation, quasiment à l'unanimité. Un peu de A également. A, B. Principalement du B. Des industries. Pour ce qui est du chat. Alors, pour les industries, vous avez parfaitement raison sur cette partie industrielle, mais
Là, il vous en manque une, c'est la partie travaux. Aujourd'hui, de fait, l'empreinte carbone, elle se répartit à peu près sur un 38% de notre empreinte qui est sur la partie travaux, 28% sur la partie enrobée et 13% sur la partie carrière. Et puis, on a l'Espagne qui comptabilise à côté qui vaut 20%. À ça, il faut ajouter, parce que on n'en parle pas trop, mais elle est très prégnante sur l'empreinte carbone, c'est la production de chaux de Bocayus. Alors, j'ai un son qui revient. C'est bon? Ouais, il a coupé son micro. J'ai une part très importante de l'empreinte carbone sur la chaux de Bocayus qui à elle seule, hein, mais c'est pour ça qu'on la met toujours à part. À la chaux de Bocayus, elle seule représente 20% de l'empreinte totale du groupe Eiffage. Donc c'est pour ça qu'on la met toujours à part dans toutes nos comptabilisations carbone. Donc on a finalement une empreinte carbone quasi aussi forte, même un peu plus forte sur la partie travaux que sur la partie industrielle, liée à la très forte utilisation d'engins et de camions. Voilà, ça c'est sans les chiffres espagnols, c'était 32% sur les travaux. Les chiffres que je vous ai donnés avant, c'était avec l'Espagne, sans les chiffres espagnols, donc juste sur le périmètre français. On a 32% sur les travaux, 29% sur la partie industrielle et 8% sur la partie carrière. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais comment, quel levier on peut mettre en place pour réduire nos émissions. Donc, comme je vous ai dit, la première chose qu'on a cherché à regarder, c'est comment on peut éviter. Donc, optimiser finalement dans nos fabrications, dans nos consommations pour ne pas consommer d'énergie ou pour réduire la consommation vraiment de nos énergies de manière à ne pas émettre de carbone en s'attaquant en priorité évidemment aux activités les plus émissives. Après, pour réduire, c'est comment finalement, pour le même résultat, pour la même activité, je peux soit optimiser mon process, soit finalement aller chercher des carburants alternatifs, des énergies alternatives pour réduire le coût carbone pour un même process. Et puis après, on va aller chercher à faire des solutions de production d'énergie décarbonée, hein, donc progressivement aller produire de l'énergie via des panneaux photovoltaïques ou des actions de compensation carbone. Et comme je vous ai dit, cette dernière partie, pour l'instant, on l'a très peu utilisée. Si vraiment à la fin, on n'arrive plus à trouver d'autres solutions, on ira chercher de la compensation si nécessaire. Voilà, j'ai fini sur cette première partie d'introduction. Est-ce qu'il y a eu des questions, des interrogations sur globalement la volonté ou ce qu'on cherche à faire autour de cette stratégie carbone? Alors, dans le chat, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, levez la main, posez-la directement, puisqu'on est en fin de partie. On viendra peut-être après. Alors, on va rentrer dans nos métiers. Donc là, je vais ouvrir métier par métier, le travail qui a été fait et les leviers d'action qu'on a commencé à actionner par rapport à chaque grand métier. Alors,
Pour la partie carrière, là, je vous donne une citation de Jean-Paul Chénion. L'industrie extractive a sa part à jouer dans la transition écologique. Fort d'une offre en matériaux recyclés en constante progression, complétant avantageusement l'offre en matériaux nobles, et FH-Boot progresse en parallèle dans sa quête de ressources alternatives. L'automatisation et l'entraînement électrique participent côté matériel à réduire l'empreinte carbone. Alors, l'empreinte carbone, alors les chiffres que je vous présente, ce sont les chiffres initiaux, c'est-à-dire c'était les chiffres de l'année de référence à peu près. Les carrières, ça représentait 10 millions de litres de gazole consommés sur nos engins pour une production de 17,9 millions de tonnes de granulats au total, hein, et une émission moyenne de 2,22 kg des CO2 par tonne produite. Donc, à votre avis, les carrières, si je veux aujourd'hui optimiser l'empreinte carbone de mes matériaux, je commencerai par quoi? 1. Par développer l'excellence opérationnelle. 2. L'électrification des outils de carrière. C. Le recyclage des matériaux. Ou D. L'utilisation de biocarburants. Ça vote. Alors, un petit peu de tout. Toutes les solutions là sont évoquées, soit seules, soit groupées. J'ai l'impression qu'on a le B et le C qui reviennent un petit peu plus que les autres réponses. Et il y a un petit peu de tout. Alors, en effet, vous avez raison, on va commencer, et on a commencé par l'électrification des outils et la partie recyclage. Alors, recyclage, pourquoi? Parce que aujourd'hui, on s'est dit, un matériau vierge a une empreinte carbone. Alors, c'est encore relativement discutable, mais on considère qu'un matériau vierge a une empreinte carbone supérieure à un matériau recyclé. Donc, l'enjeu, c'est de développer cette offre de recyclage dans la production de granulats en développant les plateformes de recyclage, en allant chercher finalement les matériaux issus de la déconstruction pour les réincorporer, ou en tout cas les recycler et les remettre à la vente. Donc, cette partie de recyclage a été fortement développée ces dernières années pour éviter la production de matériaux vierges. La deuxième chose qui est en cours de travail, c'est la massification des modes de production. C'est-à-dire améliorer finalement l'utilisation, puisque ce qui aujourd'hui consomme énormément sur une carrière, il y a deux très gros pôles de consommation d'énergie. Il y a la partie transport interne, c'est-à-dire le transport depuis la zone d'extraction du gisement jusqu'à la zone de traitement des matériaux, qui est qui est très souvent fait à l'aide d'engins particulièrement puissants, donc très fortement consommateurs d'énergie, et l'énergie consommée par ces engins, c'est très majoritairement du GNR, donc très fortement émetteur de gaz à effet de serre.
Donc ça, c'est un très gros pôle de consommation d'énergie. Après, on peut l'arrêter, par exemple, pour ceux qui ont marre. Et le deuxième très gros pôle de consommation d'énergie sur une carrière, eh ben, ce sont les installations de traitement qui, donc, pour une très grosse majorité, elles sont électrifiées. Donc, on va avoir du coup une consommation carbone plus faible quand on est en installation électrique. Mais sur des petites carrières, on aura plutôt des installations de traitement qui tournent pour le coup au GNR ou au carburant et qui sont plus fortement émettrices de gaz à effet de serre. Donc, il y a eu tout le travail de massifier pour plutôt aller orienter le traitement des matériaux vers des installations qui fonctionnent à l'électricité. Alors après, donc je vous ai dit, gros pôle de consommation de carburant, c'est ce transport qui se fait entre la zone d'extraction et la zone de traitement des matériaux, qui utilise très majoritairement du GNR. Donc là, si on veut finalement aller travailler pour réduire l'impact, on va aller travailler sur la recherche d'alternatives au gazole au travers de biocarburants. Alors, c'est plutôt l'HVO, le B100 n'est pas très opérationnel, mais plutôt la partie HVO. Mais surtout, et ce qui est beaucoup plus efficace en termes de carbone, c'est optimiser ces transports de matériaux sur site en développant la mise en place de tapis transporteurs qui vont fonctionner, eux, pour l'électricité. Alors, ça n'enlève pas complètement l'utilisation d'engins, mais ça peut réduire très fortement leur déplacement. Et là, pour le coup, on va partir sur des énergies qui sont beaucoup, beaucoup moins carbonées. Et ça peut faire économiser énormément de kilomètres parcourus par les engins. Et puis, le troisième axe, c'est toute la logistique externe, la logistique de livraison finalement aux clients, avec le développement de modes alternatifs de livraison via le fer, avec des embranchements ferrés pour aller livrer, par exemple, des usines d'enrobés, ou l'utilisation de flottes de poids lourds qui vont fonctionner au biocarburant. Donc là, c'est toute la partie réduire l'impact carbone sur les carrières. Et puis, la particularité des carrières, c'est que elles possèdent finalement un actif foncier relativement important et que, en dehors de ces enjeux de carbone, elles ont aussi des enjeux très forts sur les aspects biodiversité. Donc, on va travailler tout le réaménagement de ce foncier pour faire des mises en valeur en termes de biodiversité qui peuvent être comptabilisées en compensation carbone. Alors, ça compense quand même pas énormément au vu du poids carbone de la production de granulats, mais c'est une petite compensation qu'on peut faire sur ces zones de foncier réaménagées. Ou alors, l'autre possibilité sur ce foncier, c'est de développer de la production d'énergie solaire. Donc là, qui va permettre, pour le coup, d'aller sur de l'énergie décarbonée. Donc, si je fais le bilan, toujours sur ces trois axes, éviter, réduire et compenser. Donc, ce qu'on a travaillé sur la partie, ce qu'on travaille sur la partie éviter, et c'est vraiment le déploiement du recyclage sur les plateformes, la massification de la partie des modes de production. Sur la partie réduire, on va chercher des alternatives au GNR, soit à travers l'HVO, soit à travers l'électrification du convoyage de matériaux. L'optimisation du transport des matériaux et puis le développement de l'offre de logistique qui soit moins impactante pour le client.
Et puis, pour la partie compensée, la partie production d'énergie solaire et puis la partie mise en place de zones favorables à la biodiversité. Aujourd'hui, au travers de l'ensemble des axes de travail qui ont été mis en place, quand on a fait la mesure à fin 2024 versus la mesure qui avait été faite à fin 2019, sur la partie carrière, on a atteint aujourd'hui une réduction de 30% de l'empreinte carbone. Donc, vous voyez, on est à l'objectif qu'on s'est fixé pour fin 2025. On l'avait déjà atteint en fin 2024. Donc, ces premiers leviers qu'on a actionnés là, sur la première période ont prouvé une réelle efficacité. Est-ce que, par rapport à ce qu'on a pu faire sur les carrières, ce qu'on fait sur les carrières, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est très clair, merci. Alors, je vais regarder ce qui se passe aujourd'hui sur le pôle industriel. Donc, là, je vous cite ce qu'avait dit Xavier Barthélemy quand on a commencé la démarche. La stratégie bas carbone est aujourd'hui inscrite dans l'ADN des FageRoute. L'horizon de ces industries s'en trouve fortement dégagé pour proposer des enrobés toujours plus performants avec une empreinte carbone faible, tout en préservant les ressources. Alors, l'enjeu, vous l'avez vu sur les industries, il était particulièrement fort puisque c'est un des gros pôles d'empreinte carbone des FageRoute. Donc, voici les chiffres. 4 millions de tonnes d'enrobés produits pour 18 kilos de CO2 produits par tonne fabriquée. Donc, une empreinte de matériaux qui est beaucoup plus forte, puisque, si vous vous souvenez, les carrières, une tonne de granulat, c'était 2,22. Donc, on est sur une empreinte par tonne de fabrication. C'est vraiment la fabrication beaucoup plus forte. Alors, quel axe vous semble pertinent à mettre en œuvre pour réduire les émissions carbone sur la partie industrielle? Le pilotage via des outils connectés, les énergies décarbonées, le recyclage des matériaux ou l'abaissement des températures. Alors, ça vote, ça vote. On a pas mal de B, C, D avec un peu plus de D. Le A n'est pas trop cité. Voilà, principalement B, C, D avec peut-être un petit peu plus de D. Alors, l'ensemble de ces axes sont des axes qu'on va développer, mais c'est sûr qu'un des axes majeurs, et en tout cas celui sur lequel on communique énormément, c'est la partie abaissement des températures, donc avec la mise en place de toute une gamme de produits à plus faible température, donc les enrobés dits tièdes, qui vont permettre de quand même gagner entre 25 et 30 degrés à la fabrication. Ça, c'est un des très gros axes que l'on travaille. Le recyclage des matériaux, oui, hein, au même titre qu'on veut travailler le recyclage des matériaux sur la partie carrière, on considère qu'un matériau recyclé a une empreinte carbone plus faible
qu'un matériau dit vierge. Donc, évidemment, et ça fait de très nombreuses années qu'on travaille cette partie-là, même si ça peut avoir des effets sur l'énergie qui va plutôt à l'inverse, parfois, puisque ça peut avoir un surcoût énergétique de recycler quand on a un très fort taux de recyclage. Mais ça reste un axe qu'on travaille énormément. Les énergies décarbonées, oui. Oui, malheureusement, et ça reviendra dessus, pour l'instant, on ne peut pas les décompter de l'empreinte carbone, mais oui, évidemment, les énergies décarbonées. Et puis, le dernier axe, et non négligeable, c'est les outils connectés, c'est en mesure de mesurer, pour le coup, de manière très fine et en direct, la consommation de l'énergie au moment où on fabrique, de manière à fabriquer réellement aux températures qu'on a annoncées et à ne pas faire de surcoût. Il y a plein d'autres sujets, hein, plein d'autres leviers de travail, mais ce sont les principaux. Donc, comme je vous ai dit, hein, le premier, c'est évitons de chauffer quand c'est pas nécessaire, avec évidemment d'abord et avant tout les enrobés à l'émulsion ou enrobés froids ou dits froids, en tout cas, qui permettent de faire un gain énorme énergétique. Puisqu'on on ne dépasse pas les 100 degrés. Donc, ça, c'est la première chose. Le deuxième axe que on va travailler, c'est la matière première, en remplaçant le liant d'origine qui est le bitume, hein, qui a un coût carbone qui a été réévalué à 530 kg de CO2 par de la poix, qui, elle, est considérée comme étant un créditeur de carbone, c'est-à-dire qu'elle capte le carbone. Donc, on va finalement passer sous un poids carbone de l'enrobé qui va être nul ou négatif, mais plutôt nul, c'est ce qui aujourd'hui est le plus opérationnel. Et puis l'axe du recyclage, réintroduire les agrégats d'enrobés dans les usines, recycler aussi la partie blanche, hein, la partie granulat, via des bétons de démolition ou du ballast. C'est autant de gains par rapport à la matière première. Même si, ce que je vous disais, parfois réintroduire de l'agrégat d'enrobé quand c'est un trop gros pourcentage, ça peut amener un surcoût énergétique, mais quand on est sur des pourcentages que l'usine, ou quand l'outil industriel est vraiment optimisé pour la réintroduction de ces agrégats d'enrobé, on arrive à avoir un gain carbone très intéressant. Alors après, pour réduire, c'est l'abaissement des températures de fabrication. Alors, pour abaisser les températures de fabrication, il faut savoir que quand même la très grosse majorité de l'énergie que l'on utilise dans une usine d'enrobé, elle est utilisée à sécher les matériaux qui rentrent dans la fabrication, puisque on ne peut pas mettre en contact du bitume avec un matériau qui est humide. Donc, il faut impérativement sécher ces matériaux. Et donc, plus le matériau est humide, plus l'énergie qui va être utilisée pour le sécher va être importante. Donc, un des gros travaux qui a été fait sur les usines, c'est de mettre en place des hangars pour stocker les matériaux, et en particulier les matériaux fins tels que le sable ou les matériaux recyclés juste après les campagnes de concassage, les mettre à l'abri de l'humidité de manière à gagner finalement en énergie au moment du séchage. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est donc l'abaissement de température
puisque quand on abaisse la température, donc on passe d'un enrobé chaud à un enrobé tiède, quand on abaisse de 30 degrés, on estime qu'on fait un gain d'à peu près 2 kg de CO2 hein, par tonne. Tout à l'heure, on était à 18, donc ça veut dire qu'on bascule à 16. Donc c'est 10% hein, de gain entre un enrobé chaud et un enrobé tiède. Et de fait, abaisser la température, pour vraiment l'abaisser, ben, il faut mesurer. Donc, la mise en place d'outils qui est l'usine connectée, donc d'outils de mesure très fins, permet de vérifier que l'on fabrique bien déjà qu'on fabrique bien à la bonne température, donc on ne surchauffe pas les matériaux. Et quand on fait des matériaux à température abaissée, des enrobés tièdes, et bien, on est bien à la bonne température de chauffe, et ça permet de faire des gains non négligeables, ne serait-ce que d'avoir cet outil de mesure qui est beaucoup plus fiable. Et puis l'autre axe qu'on a énormément travaillé, et là on est arrivé au bout de cet axe-là, c'est que en 2019, il restait encore beaucoup d'usines d'enrobés, il restait encore un certain nombre d'usines d'enrobés qui tournaient au fioul lourd. Donc le fioul lourd, c'est une des énergies la plus émettrice de carbone. Donc, on les a fait basculer vers le gaz naturel, et ça c'est rien que cette bascule. C'était un gain de 9% au total hein, de l'empreinte carbone qui a été gagnée sur cette bascule-là. Donc, on les a fait basculer ces unités vers le gaz naturel. Et puis maintenant, progressivement, on utilise du biogaz pour réduire encore plus les consommations liées au gaz. Donc, ça, c'était la partie chauffe au niveau de la chauffe. L'autre partie qui a été travaillée, c'est la partie parc alliant. Donc, parc alliant, c'est la zone où l'on stocke les bitumes. Un certain nombre de parcs alliants étaient encore au gaz, donc chauffés via une énergie gaz. Et donc, un des travaux qui a été fait, c'était d'électrifier ces parcs alliants, sachant que même si c'est un poste de consommation moins important que la chauffe, hein, que la chauffe des matériaux, que le séchage des matériaux, les parcs alliants représentent quand même 11% de la consommation totale, le total du site. Et puis, je vous disais, progressivement, le gaz naturel, donc on l'utilise pour le chauffage des matériaux, on le bascule en biogaz, sachant que le biogaz émet 80% d'émissions de moins de CO2 que le gaz naturel. Le sujet autour du biogaz, c'est que le biogaz, aujourd'hui, nous ne pouvons pas le décompter dans l'empreinte carbone totale que l'on communique à l'extérieur, puisque ce n'est pas autorisé par la méthode de calcul. Donc, dans tous les empreintes carbone aujourd'hui, on ne peut pas décompter cette part de biogaz. C'est des sujets qui sont en cours de discussion et de réflexion auprès des professions. Et pour l'instant, je ne peux pas, même si on consomme régulièrement, enfin, on achète du biogaz, plus exactement, on ne peut pas aujourd'hui le décompter sur cette empreinte carbone, au moins de manière officielle. Et puis, la partie compensation, là, donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait développé des parcs pour stocker les matériaux au sec. Et du coup, on peut profiter de ces zones de stockage pour mettre en place des panneaux solaires de manière à produire de l'énergie photovoltaïque que l'on va autoconsommer sur les sites pour réchauffer les parcs alliants, puisque maintenant les parcs alliants sont à l'énergie électrique. Donc, si je refais le bilan sur cette partie industrie avec les trois piliers, la partie évitement, donc sur les procédés les plus émetteurs de carbone, donc éviter
de chauffer grâce au développement de tous les enrobés à l'émulsion. Remplacer le bitume par une ressource végétale et puis maximiser le recyclage, aussi bien sur les agrégats d'enrobés que sur la partie granulat via les bétons recyclés. Sur la partie réduction, c'est l'abaissement, donc déjà la mesure fiable de la température de fabrication et l'abaissement de la température de fabrication avec le développement des enrobés tièdes. C'est la maîtrise du taux d'humidité des matériaux entrants pour éviter de chauffer, puisque c'est là qu'est le plus gros poste de consommation d'énergie. Et puis, c'est optimiser l'énergie des parcs alliants et en particulier le basculement vers l'électricité de ces parcs alliants et entamer la transition énergétique de la production d'enrobés avec la recherche du biogaz. Et puis, sur la partie compensation, c'est la production d'électricité solaire sur les zones de stockage et puis tout doucement la mise en place de zones de biodiversité, même si ces zones de biodiversité ne permettront pas de compenser évidemment l'empreinte globale sur la partie industrielle. Pareil que sur les carrières, si on regarde un peu les résultats de ces leviers qu'on a mis en place donc depuis 2019 à fin 2024, on avait atteint un moins 15% de réduction de notre empreinte carbone. C'est moins 15% si je comptais le biogaz, parce que je vous ai dit, je n'ai pas le droit de le compter dans l'empreinte aujourd'hui que l'on transmet et que l'on communique. Et si j'avais compté ce biogaz, je serais arrivée à moins 20% de réduction de l'empreinte carbone. Après, il faut relativiser parce que les leviers qu'on a mis en place, ils ont une réelle efficacité, c'est sûr, mais on a un autre levier qui, lui, vient dans l'autre sens et qui est un peu, qui vient contrecarrer un petit peu ces bénéfices, c'est la réduction des tonnages. Parce que moins une usine d'enrobé ne produit, plus son empreinte en fait à la tonne produite va augmenter parce que j'ai des coûts fixes de production tels que par exemple la partie stockage des liants qui reste et donc je dégrade la performance des usines quand je diminue très fortement leur tonnage. Donc malheureusement, cette baisse des tonnages vient contrecarrer un peu les performances énergétiques des usines. Voilà pour la partie industrie. Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, on a quelques questions. Alors, tout d'abord, Fabien Michel avait posé une question. Alors, ça concernait les carrières, mais ça a aussi du sens là sur les usines. Il voulait savoir quel site était équipé en photovoltaïque. Alors, je n'ai plus en tête toutes les carrières. Je sais que les matériaux de Grand Sud, donc sur le site à côté de Saint-Tibéry, est équipé en photovoltaïque. Je les ai plus toutes en tête. Je pourrais retrouver la liste de toutes les carrières qui ont fait du photovoltaïque. Voilà. Ensuite, Fabien avait une deuxième question. Elle est un peu générale et elle peut s'appliquer à toutes les parties. C'est est-ce qu'on peut diffuser cette présentation aux clients? Non. Voilà. Une réaction de Jean-Yves Der qui confirme en fait qu'il y a quand même une marge de progression sur la protection des matériaux sur les usines. Oui, il y a encore des leviers d'action, oui, tout à fait. On n'a pas arrivé au bout. On a jusqu'à 2030 pour arriver au bout. Et on a une dernière question. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites depuis 2019. Oui. Pardon. Et on a une dernière question de Bruno Cadière qui voudrait qu'on aille un petit peu plus loin dans l'explication sur le pourquoi on ne peut pas comptabiliser les gains carbone qui sont liés au biogaz. Parce qu'effectivement, ça a un impact fort. Est-ce que tu veux expliquer la différence entre les deux méthodes ou c'est trop technique?
Alors, c'est pas. Enfin, je vais essayer, alors, elle est à la fois très technique et puis je vais essayer de la faire le plus simple possible. Euh, quand on calcule un bilan carbone pour publication, on est obligé de se référer à une méthode qui est aujourd'hui dictée par l'Europe, puisque le bilan carbone est calculé pour l'ensemble du groupe Eiffage et qu'Eiffage est un groupe européen. Donc, on se base sur sur une méthode qui est dictée par l'Europe qui s'appelle le GHG protocole. Cette méthode autorise aujourd'hui à décompter l'électricité verte. Donc, dès lors que on produit de l'électricité et que on l'autoconsomme, elle va être comptée à 0. Mais elle n'autorise pas à compter le gaz vert. En fait, le principe de cette méthode, c'est que si on sait prouver que la source de l'énergie que l'on consomme est bien verte, alors on peut le décompter. Donc, quand on fait une production d'énergie électrique et qu'on l'autoconsomme, je peux décompter cette autoconsommation, puisque je sais que d'où vient l'électricité et que c'est bien l'électricité verte que j'ai consommée. Dans le cas du gaz, en fait, je pourrais le décompter si j'avais un méthaniseur au bout de mon site industriel et que je consommais ce que produisait mon méthaniseur en direct. Et donc, je suis sûre que j'ai bien consommé du biogaz et que ce biogaz, en plus, n'a pas été comptabilisé par ailleurs. Donc, dans ce cas-là, je pourrais décompter autant et quasi à 0 ce biogaz. Pas tout à fait à 0, mais pas loin. En l'occurrence, là, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'achète des certificats d'origine que me donne le fournisseur, qui me garantit qu'il a de fait mis sur le réseau autant d'unités de biogaz que j'en ai acheté. Mais il n'y a absolument rien qui me dit que les unités de gaz que j'ai finalement consommées, c'est bien du biogaz. Je ne peux pas prouver que c'est du biogaz. C'est le gaz du réseau, en fait. Et donc, du coup, c'est globalement le gaz du réseau qui profite de la mise à place du biogaz et qui va baisser son empreinte carbone. On voit que l'empreinte carbone du gaz a tendance... Alors, elle avait augmenté il y a 2 ans. Là, elle a tendance à réduire un petit peu. Enfin, elle va profiter de ce biogaz qui va être intégré dans cette empreinte carbone du gaz de réseau. Mais je ne peux pas la décompter moi parce que je ne peux pas prouver que que j'ai consommé directement une unité de gaz vert. C'est un petit peu compliqué. C'est pas forcément très favorable, c'est même très défavorable finalement à cette démarche d'aller chercher et acheter des certificats de garantie d'origine. Mais c'est pour l'instant le positionnement de la méthode européenne qui s'appelle le GHG protocole. Là, sur ce sujet-là, on essaie de faire le poids au travers de nos professions, hein, parce que nous, tout seuls, on est très petits. On essaie de faire le poids au travers de nos professions, mais en face de nous, on a les très gros producteurs de gaz qui veulent rester sur ce schéma-là. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, et dans tous les cas, c'est pas très équitable comme méthode de calcul, mais c'est ce sur quoi on doit se baser quand on fait nos bilans carbone. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est clair sur... Non, il n'y avait pas d'autres questions. A priori, la réponse a éclairé là, sur le biogaz, donc c'est OK. Alors, si je rentre dans la partie travaux. Alors, toujours la même question. Si on devait réduire les émissions carbone des travaux, vous commenceriez par quoi? Améliorer la productivité, améliorer la logistique des chantiers, le tri et le recyclage des matériaux, l'utilisation de biocarburants.
Bon, les réponses sont partagées entre B, C et D. Oui. Alors, normalement, il y a une réponse qui doit venir tout de suite, puisque c'est le premier axe qui a été très fortement développé sur l'ensemble de nos agences travaux, c'est le biocarburant. Mais évidemment, c'est pas le seul. Les autres axes, et en particulier améliorer la logistique des chantiers et puis la partie tri et recyclage des matériaux, sont également à développer. Alors, donc, dans la partie évitement. Donc là, on va retrouver toute la part de recyclage. Alors, recyclage des matériaux, réemploi, circuit court. Évidemment d'abord pour réduire ce qu'on disait, hein, globalement un matériau recyclé est considéré comme ayant une empreinte carbone plus faible qu'un matériau vierge, mais aussi et surtout sur les chantiers pour éviter tous les flux de transport aller-retour, sachant que ces flux sont très émetteurs, très consommateurs d'énergie, donc très émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, recycler, revaloriser au maximum sur les chantiers en optimisant évidemment les méthodes de construction ou les outils. Le retraitement en place, c'est la méthode finalement qui va être la plus économe en termes de carbone. Le retraitement en place, hein, la réutilisation immédiate des matériaux pour la reconstruction d'une voirie ou pour un aménagement, hein, même pour un aménagement, ça reste la technique qui émet le moins, puisqu'il n'y aura pas tous les flux de déplacement et puis ni toute l'achat de matières premières. Et puis, la partie végétale, le développement de la gamme d'enrobés avec de liant végétal et avec en particulier tout ce qui va tourner autour de l'enrobé carbone light qui va permettre d'annuler quasiment l'empreinte de ce matériau-là. La réduction, donc c'est l'optimisation des engins et des véhicules. Donc on a vu, hein, que l'empreinte carbone, elle était liée très majoritairement donc à l'utilisation d'énergie qui vont émettre, qui vont du coup amener à émettre du carbone. Donc, et aujourd'hui sur les chantiers, la majorité de l'énergie, elle est utilisée sur les engins et sur les camions. Donc, toutes les actions qui vont permettre de réduire soit les quantités transportées, soit les kilomètres réalisés, soit la consommation au kilomètre, ou alors rapporter la consommation à une fonctionnalité, toutes ces alternatives amèneront une amélioration de l'empreinte carbone. Donc, optimisation des consommations, c'est d'abord et avant tout, c'est mesurer au plus près du véhicule, au plus près de l'engin. Donc là, les outils qui ont été mis en place, et en particulier engins connectés, permet d'avoir une fiabilité des données beaucoup plus fiable. Et puis, optimiser les consommations, c'est aussi améliorer le taux d'utilisation de nos engins, de manière à avoir de fait consommer au mieux ce qu'on a déjà, le matériel qu'on a acheté. Les alternatives, oui, ça beaucoup. On a énormément actionné ce levier-là. Les alternatives au travers des biocarburants. Donc là, maintenant, vous avez vu installer sur l'ensemble des agences des cuves de B100
on commence à mettre en place l'HVO. Donc ça, c'est des leviers qui sont très forts et qui commencent à porter les fruits, hein. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Donc là, on commence à avoir des vrais résultats. Mais ça ne suffira pas pour aller chercher les moins 46% qui sont voulus par Eiffage. Réduire en formant les conducteurs à l'éco-conduite ou à la conduite écologique. Évidemment, hein, on sait que pour un même engin ou un même oui, pour un même engin ou pour un même camion, selon la conduite du chauffeur, on peut aller jusqu'à 30%, 50% de consommation supplémentaire. Toujours dans le même ordre, mais c'est pas écrit, c'est évidemment l'entretien régulier des engins, la vérification de la pression des pneus. Tous ces paramètres d'entretien ont aussi un rôle non négligeable sur la consommation de l'engin. Et puis l'optimisation de la logistique, en particulier le double fret, puisque si on fait rouler un camion, autant qu'il soit en charge, plutôt qu'à vide. C'est ce que à vide, c'est de la consommation pour rien. Donc, optimiser le double fret, c'est très facile à faire sur le papier. Je sais que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué à faire en chantier, mais c'est consommé pour une raison. Donc, optimiser la partie double fret. Et puis, après, chercher des solutions alternatives avec, on a parlé tout à l'heure des carbone light, donc des enrobés bas carbone. On peut aussi avoir recours au béton bas carbone. Et puis surtout, et ça c'est des leviers que vous connaissez déjà parce que c'est aussi des leviers économiques, c'est finalement optimiser les structures, ne pas surdimensionner par rapport à l'usage qui sera fait, choisir les bonnes quantités et les matériaux les plus adaptés par rapport aux besoins de la structure qui a été construite. En termes de compensation, ce qu'on voit ici, c'est bien sûr l'utilisation de l'outil CARL ou SEV auprès des donneurs d'ordre pour promouvoir la mieux-disance environnementale. Et puis toute la mise en place de la stratégie marketing que vous voyez régulièrement et la communication autour de nos actions bas carbone. Maintenant, beaucoup aussi de nos actions en termes de gestion d'eau et de biodiversité qui viennent s'ajouter sur cette partie bas carbone pour finalement être reconnu comme étant un acteur de la transition écologique. Je pense qu'on n'a vraiment pas le temps sur les films. Je suis vraiment désolée, mais vous aurez des films de promotion que vous pourrez aller voir. Donc éviter, c'est mettre en place le réemploi, les circuits courts, le recyclage, développer la gamme d'enrobés bas carbone. Réduire, optimiser les consommations de carburant, développer les alternatives GNR-gazole, former les conducteurs à la conduite écologique, optimiser la logistique des chantiers, développer le recours au béton bas carbone, et puis optimiser à travers des outils CARL et SEV ou la mise en place d'une stratégie de marketing gamme végétale. Si je regarde aujourd'hui les résultats qu'on a eus sur 2024 par rapport à l'année 2025 et en particulier les résultats donc, liés à l'utilisation de biocarburants, en 2024, on a diminué l'empreinte carbone sur la partie travaux de 25% par rapport à l'année de référence qui est liée pour une partie 14% qui est liée au basculement vers les biocarburants et de 12% qui est liée à une diminution de la consommation des énergies d'une manière générale. Donc c'est comme sur les autres métiers, on observe une réduction. Donc c'est très bien parce que toutes les tendances vont dans le bon sens. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y avait Jacqueline Ballester qui voulait intervenir. Vas-y. Ah, t'as ton micro coupé.
Bonjour à tous. Julien Van Rompuy est très au courant de nos difficultés que nous avons avec nos maîtres d'ouvrage publics, qui parfois ne permettent pas de variantes, et je dirais la plupart du temps. Et l'autre aspect aussi, c'est l'application de critères environnementaux. Nous avons été éjectés, on a fait un recours, malheureusement contractuel, on n'a pas eu gain de cause parce que c'est aussi affaire de courage de la part de magistrats du TA, où on a découvert des applications du critère environnemental complètement hallucinantes. Et voilà, c'est une vraie difficulté à laquelle est confronté nos différents secteurs, agences et autres établissements. Et c'est vrai que parfois, entre l'affichage et la réalité, il y a quand même un fossé qui est parfois très grand. Voilà, c'était juste une petite remarque. J'en suis bien consciente et à la fois, je pense qu'il faut continuer à s'afficher comme étant capable de le faire et de proposer des choses à notre client pour progressivement faire changer la tendance. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je vous ai coupé. Non, 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 pas du tout. En plus, j'ai une voix pas terrible pour être politiquement correcte. Merci pour votre témoignage. Je vois que le temps tourne. Je suis désolée, je suis un peu bavard peut-être. Je vais passer très rapidement sur la partie service support, mais pour dire que évidemment également sur les services support, donc il y a des actions à faire. Il y a des actions du coup sur la partie bâtiment. Avec la construction de bâtiments maintenant à faible consommation énergétique, répondant à la RE 2020 en particulier. Donc, pour avoir des bâtiments bas carbone par les matériaux, et puis on élargit cette approche-là sur nos nouvelles agences aussi avec l'approche voirie associée au bâtiment. Les travaux en termes de réduction des consommations, c'est les températures adaptées tant en été qu'en hiver dans nos bâtiments et l'isolation. La partie liée à l'outil informatique avec la gestion des emails, le gaspillage, la gestion des déchets. Je pense qu'il y a une partie qu'il faudra qu'on analyse dans le temps et sur lequel j'ai déjà alerté les services informatiques, c'est aussi le développement de l'IA qui certes va grandement nous faciliter un certain nombre de tâches et en particulier sur les tâches liées aux appels d'offres, mais qui est très très consommatrice d'énergie. Donc ça, je pense que c'est une partie qu'il faudra regarder énormément dans le temps. Et puis en termes de compensation, c'est des parties qu'on commence à regarder sur les nouveaux bâtiments, sur la production d'électricité solaire, sur les zones de stationnement ou la mise en place de zones de protection de biodiversité. Ça rentre dans le cadre de nos engagements sur le plan d'action biodiversité. Qui viennent aussi un petit peu compenser l'empreinte carbone. Donc voilà, très rapidement sur la partie service support et ce qu'on fait autour de nos agences. On en a un petit peu parlé, c'est la partie nos offres et ce que l'on peut aujourd'hui proposer à nos clients. Et là où on va essayer de se démarquer. Dans nos offres, c'est la promotion des enrobés froids, des enrobés tièdes, hein, donc chauffer le moins possible. Vous avez vu que ça a un impact non négligeable sur l'empreinte de nos usines d'enrobés. Donc, ça a un impact non négligeable sur le poids. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à chaque usine, on sait calculer l'empreinte exacte de fabrication et que nos usines, bientôt, seront toutes marquées avec une note, hein, comme sur les frigidaires, A, B, C, D, E, F, et qu'on pourra intégrer
cette note dans Carl SF pour dire oui, on fabrique bien un enrobé à faible empreinte carbone. Le transport, évidemment, plus vous optimisez le transport, moins le coût carbone du chantier sera important. Le recyclage et en particulier le recyclage en place, qui sera de loin la technique la moins carbonée possible. Et puis, utiliser des matières renouvelables, végétales, biosourcées, aussi bien sur la partie enrobée que la partie béton, plutôt que des ressources fossiles. Aujourd'hui, il y a un micro allumé. Aujourd'hui, donc régulièrement, l'outil Carl ou Save est utilisé chaque mois. Alors, c'est quand même pas encore. Enfin, ça tend à diminuer par rapport à ce qu'on a pu voir avant, parce que les chantiers sont pas toujours ouverts à variantes, parce que vous proposez parfois des solutions bas carbone sans avoir une solution de base immédiate. Mais bon, on continue à promouvoir des solutions bas carbone de plus en plus. Et puis aussi, on continue à essayer de comptabiliser ce qu'on peut faire gagner à nos clients. Aujourd'hui, on estime qu'on peut on fait gagner au travers des propositions qu'on fait entre 4500, à peu près 4500 tonnes équivalent CO2 sur les structures ou ce que l'on propose à nos clients. Et on a un taux de réussite sur ces propositions de 30%. Donc ça, c'est ce qu'on arrive à mesurer. Faut prendre avec un certain nombre de pincettes ces chiffres-là, mais bon, ils existent et on sait à peu près les mesurer. Donc autant je vous ai dit tout à l'heure, à travers des actions qu'on mène en interne, on observe une réelle diminution de notre empreinte carbone et on sait que au travers de tout le travail qui est fait par nos bureaux d'études, par nos services commerciaux, on a aussi une tendance à aller sur ces propositions bas carbone et à les faire passer. On a aussi maintenant et de plus en plus de chantiers sur lesquels ils nous demandent de la mesure de l'empreinte carbone réelle du chantier, donc la mesure tout au long du chantier des consommations qui sont faites pour faire un bilan carbone de fin de chantier. Et donc ça, c'est vraiment ce qui a tendance et qui commence à s'écrire. Et donc là-dessus, faut savoir que l'outil Save est en cours de modification au niveau de la profession pour pouvoir calculer l'empreinte carbone du chantier en fin de chantier. Et puis, on va réfléchir à des outils internes de mesure, même si pour l'instant, c'est plutôt le client qui impose ces outils de mesure. Mais voilà, c'est des choses qui commencent à s'écrire quand même, cette partie carbone et bas carbone du côté client. Pareil, je vais passer les films, mais je voulais finir sur cette diapo qui récapitule un petit peu globalement, si je regarde sur un chantier d'enrobé, qu'est-ce que c'est et comment se répartit l'empreinte carbone. Donc ça, c'est une capture d'un outil qui s'appelle ICAR, hein, qui permet de calculer en fonction de l'usine que vous utilisez l'empreinte carbone réelle, hein, avec nos engins. Enfin, c'est une base de données qui prend en compte les consommations de nos engins, les consommations de nos flottes de poids lourds et les consommations de nos usines, et qui va calculer de manière très précise sur un chantier l'empreinte carbone réelle. Donc, si vous voulez l'utiliser demain pour aller plus précisément que ce que vous pouvez faire au travers d'un outil profession de type Save ou même Carl, et pour aller vraiment sur une mesure de la consommation d'un chantier, il est disponible, hein, il est ouvert à tout le monde. Et donc, si vous regardez sur un chantier d'enrobé, de mise en œuvre, y compris recyclage, on estime que l'empreinte totale globale, elle tourne entre 60 et 70 kg de CO2 par tonne d'enrobé mise en œuvre. Et cette empreinte, elle se split en fait de manière suivante. Il y a 24 kg de CO2 à peu près liés au bitume, 1,5 lié au granulat,
20 kg de CO2 liés à la fabrication de l'usine. Vous en avez presque 10 liés à l'application de l'enrobé et le reste, on va le trouver entre les transports qui représentent à peu près 8 tonnes. Et puis 8 kilos, excusez-moi, et puis la partie rabotage et concassage de l'agrégat qui là représente entre 2,4 à 3 kilos de CO2. Et tous ces postes-là peuvent être optimisés, puisque là, on est sur globalement le bilan. Donc là, c'est l'usine d'Arbois qui a été pris en modèle et pour un chantier d'autoroute. Donc, on est sur un concept particulier, mais on peut tout paramétrer. On a toutes les usines qui sont rentrées dans cet outil-là. Et on peut refaire le calcul pour tout type de chantier pour avoir un calcul très fin de l'empreinte d'une application d'enrobé. Voilà un petit peu quand on regarde le concept global. Et puis après, on a mis dans les slides quelques exemples, des ordres de grandeur de ce que c'est que la quantité de la consommation pour 10 km parcourus par un poids lourd, on est à 21 kg de CO2. Si je prends un véhicule électrique, je suis à 1 kg de CO2. À 0,28 kg de CO2 pour un an d'email. Et puis, si après, je passe sur les parties trajet en avion, pour 10 km parcourus, on a 3 kg de CO2. Quand on va être sur un trajet en TGV à 0,03 kg de CO2. Ça, c'est vraiment pour avoir des ordres de grandeur. Je vais m'arrêter là parce qu'on arrive au bout. Est-ce qu'il vous reste des questions? Est-ce que ça vous a aidé à comprendre globalement les grands leviers qu'on est en train d'actionner sur cette stratégie carbone et comment finalement ils nous permettent de réduire progressivement notre empreinte? Je reste Alors, un on avait petit peu. une question dans le chat qui concernait l'outil ICAR. Oui. La question était sur est-ce que l'outil est normé, est-ce que l'outil est reconnu par les maîtrises d'œuvre et maîtrises d'ouvrage? Non, l'outil n'a pas été. Alors, il est normé au sens où il répond aux méthodes de calcul carbone de l'ADEME, là, pour le coup, mais il n'a pas été reconnu on ne l'a pas fait reconnaître par un organisme ou certifié par un organisme extérieur. Donc, il n'est pas reconnu en l'état par un extérieur à l'entreprise, en externe à l'entreprise. C'est pour ça qu'on l'utilise plutôt en outil interne pour aller dégager des leviers d'action, puisqu'on a une visibilité très forte de la consommation, beaucoup plus qu'un outil externe de communication. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? J'aurais une question Oui. sur. Là, c'est vrai qu'au niveau industrie, on est surtout carrière et enrobé. Oui. Quelles sont les pistes vis-à-vis du béton? De tout ce qui est produits béton qui sont utilisés en voirie et autres. Alors, on n'a pas abordé la partie industrie béton parce qu'on n'en a quasiment pas chez nous. Donc, c'est vrai que je n'ai pas fait ressortir, pas plus que je vous ai mis dans la présentation, ce qu'on pouvait faire sur les liants, par exemple, les usines de liants. C'est question on ne peut pas tout aborder, mais en revanche, qu'est-ce qu'on peut... le sujet sur le béton, c'est finalement le clinker qui est utilisé dedans. Qui est fortement émetteur de carbone dans sa fabrication. Et donc, il faut aller chercher des bétons bas carbone, en tout cas en termes de matériaux. En termes de process industriel, je ne sais pas forcément très bien répondre. En termes de matériaux, c'est des bétons bas carbone qui sont fabriqués avec moins de clinker. Merci. Je sais aussi chez Fage Construction qu'ils ont commencé à réfléchir sur du béton bois, sur vraiment des alternatives au béton.
Il commence à y avoir pas mal de recherches là-dessus. Je pense que c'est plutôt vers FH Construction qu'il faut se retourner. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a pour jeu? C'est 100 000 par an. Ok. Mais personne n'a répondu. C'est pas possible. Oui. Il y a une question sur la différence de prix entre un enrobé à liant végétal et un enrobé à liant classique. D'accord. Alors, je ne vais pas avoir bien cette réponse. Je ne sais pas si quelqu'un Ouais, quelqu'un doit l'avoir, hein, je pense. Ouais. dans la- l'assistance aurait la réponse. Un petit café? Oui, bonjour. Deux fois et demi le Oui. prix. Non, ouais. Bonjour, c'est Jean-Marc Delebrun. Deux à deux fois et Bonjour demi. Jean-Marc. Ah, il y a Jean-Marc qui est avec nous. Oui, Ouais, Jean-Marc. alors désolé, parce que bon, rassurez-vous, c'est pas moi qui conduis, mais je suis en voiture. En fait, Ah, ton micro est coupé. Jean-Marc, on ne t'entend plus. je dis, vous m'entendez? Ouais, Oui, c'est Oui, bon. désolé, je suis en Parfait. voiture, mais oui, j'ai vu quelques réponses. Donc, Jean-Marc Delebrun, directeur industrie Centre-Est. Entre autres, on fabrique les liants végétaux sur Léa. Alors, c'est en fait le liant végétal ou l'émulsion végétale rentre dans la composition de l'enrobé. Donc, effectivement, son prix à deux, effectivement, c'est le prix du liant. Après, dans la composition de l'enrobé, on a une ristourne sur le côté bitume, donc le coût n'est pas si élevé que ça, la différence, puisqu'on n'en met que 5% dans l'enrobé. Mais le liant par lui-même, effectivement, c'est un coût qui est 2 fois et demi, parce qu'il n'y a pas de, je ne vais pas rentrer dans une problématique de ristourne, mais sur la partie bitume, il y a une ristourne qu'on n'a pas sur les matières premières de végétales. En tout cas, les exploitants en général, quand je fais une remarque sur le chantier, quel est le On t'a perdu à nouveau, Jean-Marc. Je disais que souvent les exploitants ne me font pas de remarques quand je leur pose la question, est-ce que ça a un impact fort, le prix de l'enrobé végétal sur votre chantier? Systématiquement, souvent on me répond que non, ce n'est pas le prix de l'enrobé végétal qui fait des contraintes fortes sur le chantier. Mais le liant est cher, effectivement, pour le moment. Il y a Julien Von Rompuy qui a répondu aussi sur Carbon Light. C'est presque le même prix qu'un enrobé classique pour 30% de CO2 en moins. Voilà, en tout cas, même les donneurs d'ordre disent c'est pas le prix de l'enrobé n'est pas un problème sur des réalisations de chantier. Merci Ça pour. la marque. Merci beaucoup pour ta. De rien. Est-ce qu'il reste des questions? Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde qui commence à se déconnecter. Ouais, j'ai pas vu d'autres questions. Ben merci à tous. Merci d'être restés jusqu'au bout de la présentation. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, certains d'entre vous, on vous retrouvera la semaine prochaine pour la partie biodive. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir, merci. Couleur, c'est